Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, mon ami Jerry. Yes, sir. Tabarnache. Beaucoup de sujets aujourd'hui dans le Prime et dans le Live. Élection en Argentine. Argentina. Liberté! Libertad. Libertad! Yes, Fred Tétu est stand-by pour nous en parler parce que c'est tout un coup qui est arrivé hier. Yann Sénéchal un peu plus tard également. Et on a même pris du Prime, le Jerry News Desk d'aujourd'hui qu'on va présenter à nos pirates sur le live dans les prochaines minutes. Tu as eu un beau week-end, mon ami Jerry? Oui. Ah oui. Beau soleil, c'est le fun. Je sais que certaines régions vont avoir pas mal de neige demain. Donc, demain, en fin de journée et mercredi, dépendamment de où vous êtes. Ça vient de l'ouest, donc il y a certains coins que j'ai vus aux alentours de 20 cm, d'autres 5-6. Mais il y en a une couple qui vont avoir du 20 cm. Donc, encore une fois, le climat qui est plus prévisible, c'est pas vrai qu'il est imprévisible. C'est de la neige à ce temps-ci de l'année, tout à fait normal. Donc, non, on n'aura pas de température de 15, 16, 17 degrés comme on devrait avoir si on se fie aux gens qui nous vendent je dirais les changements climatiques. Mais il n'y a rien de plus normal que ce qu'on a actuellement. Donc, demain, soyez prêts pour une bordée de neige à quelques endroits au Québec. Qu'est-ce que tu as retenu du week-end à part la victoire en Argentine? J'ai commencé à magasiner mes billets pour aller voir les Kings puis les Bruins. Est-ce que c'est moi qui rêve, mais il n'y a pas beaucoup de billets vendus? À date, non. Non, c'est assez tranquille. C'est entre 75 et 140 pièces. Quand même. C'est cher pour du pré-saison. Franchement. 140, comment? Surtout que les meilleurs billets sont à 140. Là. Mais je veux dire, tu vas là avec ta femme, c'est 300 pièces, plus le parking, plus le smoke meat, puis c'est 500 pièces. Mais pour aller voir un match pré-saison, c'est malade. Non, sur les 14 dans le pit, c'est correct. Wow. Ça veut dire, c'est le prix. Aujourd'hui, je t'ai fait rire un matin. Pour? Parce que j'ai mis le message ce matin, parce qu'on a un genre de petit channel, on est ensemble. Oui. J'ai mis juste une image. Qu'est-ce que t'as mis? Juste une petite image. Puis là, ça a pris 2 secondes, j'ai vu un sourire apparaître. Boum. Qu'est-ce que t'avais mis? Gilles Brien, qui est dans la tombe de Toutankhamon. Ah oui, en il parle de Égypte. climat. Non, attends un peu. On parle de climat. Ah oui, Gilles. Non, attends un peu. Le gars, c'est la grande tournée en Égypte. Il trouve qu'il fait chaud. Oui, il trouve qu'il fait chaud. Le gars, quand il est en été ici, il nous écœure sur X pour nous dire qu'il fait chaud, puis c'est dangereux, puis la patente. Puis la minute qu'il se met à faire fret, le gars, il s'en va en avion. Il s'en va à l'autre bout du monde pour aller chercher de la chaleur. Tu parles de l'affaire. J'ai trouvé tellement drôle. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as écouté ton match de football hier, soit ton club ou encore les Alouettes, un des deux? Là? Non, j'ai pas écouté les Alouettes, mais j'aime pas beaucoup le football canadien. Mr. White a écouté les Alouettes. Mr. White il s'est trouvé une passion pour le football. Non. Est-ce que c'est vrai que le show de mi-temps avec Green Day était bon? Oui, c'était correct. C'était peut-être l'affaire la plus excitante. Ben non, je dirais pas ça parce que ça a été un bon match dans le cadre du football canadien. Ouais. Ça a été un bon match quand même. Ouais. Mais, donc, victoire, est-ce que c'était attendu que les Alouettes étaient une bonne équipe? Non, il semble que non. Mais tu sais, moi, je te parle de ce que j'ai entendu là, parce que c'était censé être une équipe vraiment poche cette année, là, parce qu'ils sont comme en reconstruction, eux autres aussi. Là. Mais Winnipeg, ça a l'air que c'est une force de la Ligue. Là. Puis Toronto, c'était une force de la Ligue. Mais là, les Alouettes ont battu Toronto et Winnipeg. Moi, j'ai regardé du coin de l'œil. C'est sûr que j'avais plein d'affaires à faire en 20 semaines. Je me suis blessé un genou en plus, donc toutes sortes de patentes bizarres. Mais j'ai regardé du coin de l'œil. Quelle idée pareille. Je comprends que c'est un gros événement, là, sérieux. Le Grand Prix de Las Vegas sur une piste extraordinaire. Bon, c'est sûr qu'il est arrivé la petite patente le vendredi où il y a un puisard qui a lâché. C'est le genre de patente sur une nouvelle piste qui peut arriver, surtout une piste qui est bâtie à travers la ville. C'est le genre de patente qui peut arriver. Ça aurait pu être très dommageable pour Carlos Sainz de Ferrari. Ça aurait pu être très dangereux pour lui. Puis, ils ont arrangé tout ça. Finalement, ça a commencé un peu sur un chapeau de roue, mais je te dirais qu'avec la température en plus, parce qu'il faisait très froid à Las Vegas ce week-end, je pense que, somme toute, ça a été une superbe... D'abord, une très belle piste. Une piste le fun, très spectaculaire.
On a eu une course qui a été vraiment remplie de rebondissements. Notre chum Lance Stroll qui a fini 5e en partant, je pense, 17e ou 18e. Donc, Lance a fait une excellente course ce week-end. La seule affaire que je comprends pas, c'est... Je comprends que là-bas, eux autres, la vie est un peu plus nocturne. Nous autres, on est en pyjama de bonne heure, là. Mais ils ont mis ça à 10h30, 11h le soir pour être sûr que le party pogne dans la ville. Mais nous autres, ça nous mettait ça à 1h, 2h du matin. Moi, j'essaie de toffer, là, mais je te dirais que... C'est tard. Je finis pour par... c'est tard. Oui, ça commence à être tard pas mal. Mais quand il y a des courses, mettons, ailleurs dans le monde, puis des courses, c'est la nuit, toi, tu l'écoutes le matin. Ouais, je l'écoute en différé le matin. Tu réussis à ne pas avoir aucun résultat de rien. Je regarde pas mon téléphone. Mais ça prend une discipline, parce que on s'entend-tu que aussitôt que tu touches au téléphone, t'es fait. Dans le sens que tu vas savoir tout de suite, là. Il va y avoir une... J'ai une relation, la fin de semaine, j'ai une relation de haine et... amour et haine. Amour et haine avec le téléphone. Avec ton téléphone. Oui, donc, parce que je veux pas, il y a des affaires que je veux pas voir, comme ça, les résultats c'est des affaires que j'ai pas écoutées. C'était la même chose pour le match de football des Dolphins en fin de semaine. Je l'ai écouté en différé et tout, donc je fais très attention, mais je réussis. Dans les choses que j'ai gardées ce week-end, qu'on vous a fait entendre sur Prime un peu plus tôt, moi, un de mes meilleurs moments du week-end, c'est le président Biden qui trouve que la jeune fille de 6 ans a de très, très belles oreilles. Thank you. And I love your ears. I love them. They're really cool. What's your name? Catherine. Catherine. What a beautiful name. Catherine. That's my mommy's name. Well, nice to see. How old are you? 17? 6. Ah, 6. Elle a des belles oreilles. Elle a des super... Écoute, je sais pas si quand il demande l'âge, c'est pas une genre de joke de bonhomme, là. Tu sais, en voulant dire, ouais, tu penses que t'es vieille. Non. Mais toi, tu penses que tu... Non, toi, moi, je dis qu'il est rendu trop fucké, trop mêlé pour avoir une subtilité. OK. Lui, ouais. il est dans le... Comment dire? Lui, il fait poupou dans la couche. Lui, c'est très, très, autrement dit, là, il mange, il dort, il fait poupou. Dans le sens qu'il n'y a pas de subtilité dans sa vie, là. Biden, c'est fini, ce temps-là, là. Hey, je sais qu'un peu plus tard, on va parler avec Yann Sénéchal de ce qui s'est passé avec Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, où Éric a été reconduit comme chef avec un score de 77 % dans une coalition comme est le Parti conservateur du Québec. C'est quand même un résultat. Je sais que c'est en bas de la fourchette qui s'était mis, mais regarde, comme va l'expliquer Yann un peu plus tard, c'est quand même pas un mauvais résultat. C'est juste que des fois, on essaie de trouver des moyens de connecter plus avec les gens. Puis je sais que des fois, les gens se servent beaucoup des médias sociaux pour essayer d'être proches, puis de créer quelque chose, une connexion un peu artificielle entre le monde et le politicos. Mais en fin de semaine, je ne sais pas si tu as vu, en parlant de Biden, as-tu vu Trump ce week-end, Jerry? Non, je n'ai pas vu. Trump est allé, tu sais qu'il y a un gros problème d'entrée d'immigrants. Le nombre d'immigrants qui rentrent par jour, c'est complètement capoté. C'est beaucoup de problèmes sociaux à venir dans plusieurs grandes villes avec le nombre de monde qui rentre. Et je ne sais pas pour quelle raison les démocrates et la gauche ne veulent pas arrêter le flux d'immigrants d'arriver dans le pays avec toutes sortes de monde qui arrivent, dont des gens probablement à travers très, très, très douteux, de toutes sortes de nationalités en plus. Écoute, ça rentre illégalement à pocheter. Mais là-dedans, il y a des travailleurs, là. Il y a des agents de patrouille de la frontière qui sont là à travailler et qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Et Trump, en fin de semaine, est allé les voir. Donc, il est parti avec son avion et il est allé les voir. Puis ça, là, regarde, OK, il y en a qui n'aiment pas Trump pour toutes sortes de raisons. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Puis de temps en temps, je vais vous dire, des fois, il y a des affaires ou des fois que c'est un peu bizarre. Mais ça, là, c'est une de la clé du succès de ce politicien-là. Et je pense que c'est de toute génération, c'est de toute époque, d'aller voir le monde qui nous serve. Surtout à ce temps-ci de l'année, Thanksgiving s'en vient. Le gars est allé, il est allé rencontrer, il est allé jaser. Et les vidéos que j'ai vues, j'ai regardé 2 vidéos assez longues. Trump est vrai. Il est là, il les écoute, il répond. Tu vois qu'il n'est pas juste là pour aller prendre des photos. On a l'impression qu'il ne se force pas pour faire ça. Hein? Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu avec les militaires, puis il sert à manger. Non? Oui, là, ça, c'est l'autre vidéo où il sert à manger. Ces gens-là, les agents les patrouilleurs des frontières, bien, sont nombreux. Donc là, ça lui prend des grandes cafétérias parce qu'ils sont nombreux à essayer d'avoir le contrôle de ça. C'est quasiment une armée, là. Et tu as Trump qui est là, puis qui sert, puis tu as le genre de boss de cette gang-là. Ouais. Il dit, moi, j'en ai rencontré là, des politiciens qui m'ont fait des patentes, puis tu
J'imagine que c'est peut-être un pro-Trump, là, mais le gars dit jamais les gens viennent nous voir comme ça. Jamais les gens viennent nous poser des questions de comment ça se déroule. Les politiciens qui prennent des décisions écoutent ou lisent dans le journal ce qu'ils voient et jamais ils viennent nous voir. Jamais ils viennent nous rencontrer. Si j'étais politicos au Québec, je pense que je mettrais la caméra de côté, je mettrais les tweets de côté, puis j'irais voir le monde plus. Les gens, on l'a vu pendant la COVID quand il y avait des rassemblements, des affaires. Puis on l'a fait, nous autres, récemment avec les pirates. Il n'y a rien de mieux. Je sais qu'on est dans l'époque où les réunions par Zoom, les réunions ici, on envoie un message, tout le monde le voit, etc. Mais entre vous et moi, mais surtout en passant, les gens sont contents de le voir, mais lui, surtout ce que lui va chercher comme info. Exact. Parce que quand il va se ramasser réélu, il va savoir de quoi il parle parce qu'il est allé jaser directement avec eux autres. Il n'y a rien de mieux. Et ça, je pense que si vous voulez être un bon politicien aujourd'hui, vous devez être groundé avec les travailleurs, avec le monde, aller les voir régulièrement, jaser, parler avec le monde. Ce qu'on voit dans la boîte qui est accrochée au mur, il n'y a rien de plus fake que ça. Là. La boîte à images. Il n'y a rien de plus fake que la boîte à images. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, c'est les affaires que j'ai gardées du week-end. Bien sûr que tous les autres sujets sont là. Donc, il est arrivé un paquet d'affaires, le fun. Donc, on va parler de beaucoup de choses dans les prochaines minutes avec, je vous l'ai dit, on a Fred Tétu, Jerry nous fait ses news et Yann Sénéchal. On aura une bonne discussion avec Yann un peu plus tard. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour l'ouverture de Radio Pirate Live. On va faire une petite pause. On vient dans un instant pour vous en donner encore plus. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Sur Prime et sur Radio Pirate Live pour les élections en Argentine. Grosse surprise. Fred Tétu, on est prêt pour Fred, comment tu vas? Ça va merveilleusement bien. C'est rare que je gagne mes élections, fait qu'on a fêté ça hier soir. OK, ouais. Ben, raconte un peu, là, parce que la dernière fois qu'on t'a jasé, tu nous as parlé de ce qui se passait en Turquie. Là, tu t'es intéressé dans les derniers mois à ce qui se passe. Ce qui se passe toujours, parce que c'est le début. Aujourd'hui, c'est le jour 1 d'un nouveau mouvement populaire. Donc, tu as suivi à partir d'ici. Tu n'es pas allé sur place, par contre, voilà, à partir d'ici, ce qui se passe en Argentine. Ben, d'abord, je voulais y aller sur place pour le premier tour le 22 octobre. C'est mon ami Jean-Alex qui m'a fait dans les mains. Mais honnêtement, à matin, j'aurais le goût d'aller vivre là, je dois dire. Ben, on va en parler. Donc, écoute, je ne sais pas combien on a de temps. Ça me guiderait de le savoir un peu. Là, on a facilement 20-25 minutes. Bon. Alors, ce que je propose, c'est d'abord vous parler un peu de la personnalité du gars puis de l'Argentine en chemin faisant, vous parler de ses idées, puis ensuite, on pourra, avec le temps qui reste, anticiper la suite des choses. Mais d'entrée de jeu, on peut dire que le gars qui a été élu hier président de l'Argentine, Javier Milei, vous allez en entendre parler pendant les 4 prochaines années, à tous les mois, peut-être même à toutes les semaines. Là. Je vais décrire sa personnalité un peu, là. Il est le chef d'État certainement le plus excentrique sur la planète Terre en ce moment. Puis je mets là-dedans des Donald Trump qui n'est pas de taille, des Kim Jong-un, mettez-en là. Et donc, écoute, le gars, d'abord sur son CV, il a été chanteur pour un band rock qui faisait des covers des Stones. Ouais. Il commence parfois ses rallies en chantant, tu sais. Il a été gardien substitut pour une équipe de soccer professionnelle. Là, on parle de l'Argentine qui est championne du monde de soccer. Là, oui. C'est comme être professionnel au Canada en hockey. Là, Ensuite, il met lui-même dans son CV qu'il il a été coach et il a tout ce qu'il faut pour être coach de sexe tantrique. OK, oui, ça c'est l'autre affaire. mais ça en dit sur les Argentins qu'ils aient que ce type de personnalité-là passe auprès du public puis qu'ils survivent à ça. Là. Il est polyamoureux. OK, donc, en plus. OK, donc il coche mal toutes les cases. Mais je vais te poser une question tout de suite. Comment, tu sais, dans l'époque où on est, il y a 2 écoles de pensée. Soit qu'on est ben straight,
On voit ça un peu plus au Canada. Tu sais, quand même, Poilievre est quand même assez straight, mais même s'il est capable de répondre de temps en temps aux journalistes, c'est un gars assez straight. Éric Duhem est un gars assez straight. Bon, Trump, il est un peu plus excentrique, mais encore là, quand on compare à ça, c'est comme tu dis, c'est à peu près rien. Est-ce que les gens, dans l'époque où on est, sont plus... C'est-à-dire que le gars, en étant all-in de même, il cache rien. Il y a certainement quelqu'un dans son entourage qui a dit « Hey, là, la chaîne, ça n'a pas de bon sens, c'est mauvais pour ton image, enlève ça. » Non. Lui, il va... C'est-à-dire que dans l'époque d'aujourd'hui, de sortir du lot, est-ce que d'être excentrique, c'est pas devenu un avantage? Ben, écoute, je pense dans le cas de Milei, c'est pas une question d'époque, c'est une question culturelle, c'est-à-dire que les Argentins, c'est des gens qui ont beaucoup de personnalité, qui ont vraiment le sang chaud et le sang latin. Tu sais, c'est un thème de Jérôme Blanchet-Gravel avec qui tu discutes de temps en temps, qui dit, au fond, à notre époque, nous, dans notre société, nos sociétés occidentales, on est devenus très drabes, très beige. Dès qu'il y a quelque chose qui détonne un peu, ça attire l'attention, c'est monté en épingle. L'Argentine, c'est un pays qui a été, pendant son grand siècle de colonisation au 19e siècle, la moitié des immigrants, c'était des Italiens, 25 % c'était des Espagnols, puis 25 % c'était des Allemands. Fait que tu as un cocktail là, qui est très sanguin, sont habitués au contraste. Puis en passant, le gars, d'autre part, il y a un côté, j'oserais dire, quasi monastique. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un économiste de formation, c'est un économiste de carrière, finalement, puis c'est comme ça qu'il a fait son argent. Et il dit, je viens de dire qu'il est polyamoureux, mais d'un autre côté, la plupart du temps, il est célibataire parce qu'il passe énormément de temps chez lui, avec ses chiens, à lire des livres et à écrire des livres. Donc, autant quand il monte sur une scène pour donner un discours, il est extroverti à l'extrême, autant dans sa vie privée, au fond, il est très, très straight. Oui, je comprends. Organisé. Donc, il y a c'est un paradoxe, là. C'est un gars qui est hyper énergique, hyper sanguin, hyper extroverti en public, mais qui, d'un autre côté, est très, très organisé dans sa vie quotidienne. Et il a fait beaucoup d'argent. C'est un Argentin économiste de formation. Il a fait assez d'argent pour aller faire cloner son chien aux États-Unis pour 50 000 $ US. Là. Donc, c'est un gars, écoute, là, on va arriver à ses idées. C'est un libertarien, même il y a différentes sortes de libertariens. Lui, il est dans la sorte la plus extrême. Là, il se dit anarcho-capitaliste. Ouais. Donc, ça veut dire que dans sa tête, dans un monde parfait, il y aurait zéro État. Il n'y en aurait pas moins, il n'y en aurait pas. Et quand il a été élu député en 2021, et donc depuis qu'il est député en 2021, à chaque mois, il faisait tirer au sort son salaire. Il organisait un tirage. Là. Tous les Argentins pouvaient s'inscrire. C'était une manière aussi de les faire s'inscrire à ses réseaux sociaux. Puis il faisait tirer son salaire parce qu'il disait c'est de l'argent sale, ça vient de l'État, je veux me débarrasser de ça. Je ne veux pas toucher à ça. C'est peut-être l'idée du gars. Là. J'adore. Bon. Donc là, les idées. Vas-y avec les idées, Fred, parce que, tu sais, je le vois enlever les stickers, là, puis... de son, on le sait, là, lui, il veut couper un paquet d'affaires. La gang du climat, il va enlever ça. La gang de woke, de telle affaire pour la patente des femmes, ce que tu veux. Là, il enlève tout ça, un après l'autre. Est-ce qu'il va réussir? Parce qu'on sait que, tu sais, pourquoi ça s'est arrivé? C'est surtout que, tu sais, moi, je pense que ça va arriver dans plusieurs sociétés dans le futur. Parce que notre degré de socialisme n'est pas le même partout. Eux autres sont allés très loin, puis ça a provoqué... des énormes difficultés économiques. Puis c'est surtout que c'était un pays qui était un des plus riches au début du 20e siècle, qui a été un des pays les plus riches du monde. Sinon, le deuxième pays le plus riche, c'était un endroit, Buenos Aires, c'était le Paris de l'Amérique, etc. Donc, c'était une société, un pays qui était très riche puis qui s'est écroulé avec le socialisme. Différents autres endroits dans le monde, comme incluant le Canada, même les États-Unis, frôlent avec un socialisme moderne. Mais là, on voit qu'on est rendu au bout de ça. Eux autres sont vraiment rendus au bout. Donc là, ils sont rendus à... D'abord, ils sont pauvres. L'inflation a mangé tout. Il y a une économie souterraine avec le dollar US, etc. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec le plan qu'il a? Écoute, je veux juste finir sur sa personnalité, sur sa vie personnelle pendant la campagne, là, ses positions. Le seul point où il a été critiqué, ou celui sur lequel il a été le plus critiqué,
c'est qu'il est comment dire, très critique à l'égard du pape François Ier, qui est un Argentin. Oui. Il l'a carrément, là, en espagnol, je vais le dire en anglais, mais il le traite régulièrement de communist piece of shit. Ouais. Mais en même temps, il dit ça dans une position où il est plus catholique que le pape, parce qu'il dit le pape, Millet est contre l'avortement pour des raisons libertariennes et religieuses. Et il trouve que le pape fréquente les communistes du Venezuela. Il ne critique pas les socialistes et les communistes comme Lula, le président argentin, ou encore le gars c'est un Castro qui est à Cuba en ce moment. Donc, je voulais le mentionner en passant, mais ça donne quand je dis que Donald Trump est un enfant de cœur comparé à Millet, ça vous donne un exemple. Ceci dit, ta question, l'Argentine, à la fin du 19e siècle, c'était le pays le plus riche au monde. Ça, c'est une erreur qu'on fait, Jeff. On pense que les pays latinos sont pauvres parce qu'ils sont tout croches, puis c'est normal. Ainsi va la vie qui va. C'est normal, les pays latins d'Amérique latine, c'est des pauvres, puis c'est comme ça, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. On oublie que le Venezuela a déjà été un pays plus riche que le Canada en richesse par habitant. J'aime souvent dire qu'à la fin des années 60, quand ils ont mis en service l'avion le Concorde, il y avait une liaison hebdomadaire, un vol direct Paris-Caracas au Venezuela. Oui. Et il n'y en avait pas pour venir... il y en avait peut-être un pour venir à Montréal, là, mais quand même, ça indique un degré de richesse. Puis la même chose pour l'Argentine, fin du 19e siècle, c'était le pays le plus riche au monde. Et c'est un pays qui a encore tout ce qu'il faut pour être parmi les plus riches. C'est un pays du G20, mais on se comprendra là, qu'ils ont perdu énormément de plumes. Ils ont les ressources naturelles. Ils ont parmi les meilleures terres arables pour l'agriculture au monde. Ils ont toutes les ressources naturelles imaginables et ils ont une population éduquée, puis ils ont une classe d'entrepreneurs qui se fait malheureusement étouffer. Alors là, comme tu l'as dit toi-même, à force de socialisme, à force d'hyper-réglementation dingue de l'économie, à force de dépenser de l'argent pour des programmes sociaux, de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est un pays non seulement qui s'est enfoncé dans la pauvreté graduellement à partir des années 1940, mais c'est un pays qui, depuis le début des années 80, donc ça fait un solide 40 ans, que c'est un pays en faillite. Évidemment, un pays qui est en faillite ne ferme pas ses portes comme une entreprise, mais depuis 40 ans, c'est un pays qui vit à coup de plans de sauvetage du Fonds monétaire international et de manière récurrente, ils prennent l'argent puis ils ne respectent pas les conditions. Donc, c'est d'où l'hyperinflation. Le principal problème social, tu l'as mentionné, c'est l'hyperinflation. On parle en ce moment, est en pleine explosion. Là, on parle au mois d'octobre, 163 % d'inflation. Wow. Le taux d'intérêt directeur est à 133 %. C'est le plus élevé au monde. Mais malgré ça, ils ont tellement imprimé d'argent que il y a de l'hyperinflation. Ils ne mettent pas les prix dans plusieurs magasins, en particulier dans les épiceries. Très souvent, ils ne mettent pas les prix parce que les prix augmentent 1 ou 2 fois par jour, régulièrement. Wow. Fait que si tu veux savoir combien coûte ta pinte de lait, tu prends sur la tablette, tu vas à la caisse, puis ils vont te le dire. Wow. Donc, vraiment, il y a 40 % donc, des gens maintenant qui sont sous le seuil de la pauvreté. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Les risques d'échec sont quand même avec... tu sais, quand tu pars avec ça, là, oui, il y en a qui vont dire tout est à faire, puis c'est plus facile de gagner dans ce temps-là, mais... Il y a une grosse économie au noir. Il y a une grosse économie au noir? Oui, il y a de l'argent. Le gros du cash est au noir. OK. Ah oui, j'ai lu, Jerry, qu'il y avait quelque chose comme 250 milliards de dollars US d'économie, d'épargne d'Argentins qui est en dehors du pays. Wow. Oui, il y a des propriétaires terriens, là, les gauchos, là, parce que les Argentins, à quelque part, c'est comme les cow-boys d'Amérique du Sud. OK. Oui. Et il y a des grands propriétaires terriens qui sont bourrés de cash. Là. Il y en a qui sont milliardaires. Là. Donc, il y a de la valeur. Ils ont beaucoup de valeur de terrain, de terre, de cheptel, de bœuf. Il y a beaucoup de valeur, mais il y a beaucoup d'argent au noir. Puis, tu vois que c'est pas parce qu'ils sont des colons qui sont pauvres et qui sont dans le trouble.
c'est des gens qui ont énormément de personnalité. C'est pour ça qu'ils ont été capables d'accepter d'élire un président qu'on a un peu décrit. C'est des champions mondiaux du soccer, Lionel Messi, le pape Francis, on l'a mentionné. C'est des gens qui ont énormément de personnalité, de drive, incluant une classe d'affaires qui a un potentiel énorme. Mais c'est la preuve que peu importe l'énergie d'une population, quand le gouvernement prend le contrôle, il est capable de tout éteindre. Mais sauf que ça couvre, le feu est encore en dessous de la tourbe, puis il pourrait réussir son pari de relancer l'économie argentine. Maintenant, ta question, Jeff, c'est comment? D'abord, il reconnaît qu'avec les problèmes de pauvreté, il ne peut pas se mettre à couper dans les aides publiques, les aides directes aux gens. Là, il faudra une transition. Première étape, puis Jerry a mis la table. Puis ça, je pense que c'est la chose la plus facile qu'il va pouvoir faire, puis peut-être la plus importante. Il veut mettre aux poubelles la monnaie argentine, le peso argentin, puis adopter comme monnaie officielle le dollar US. Wow. Qui est déjà présent dans l'économie souterraine, exact. Qui est déjà présent dans la vie quotidienne des gens. Parce que les gens, quand ils ont des pesos, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à les échanger pour du dollar US. Là. Donc, c'est pas mystérieux pour eux. Puis l'avantage de ça, c'est que ils ne peuvent pas imprimer de dollars US. Donc, ils s'attacheraient les mains. Ils seraient obligés de balancer les livres. L'argent que le gouvernement voudrait dépenser, il faudrait qu'il l'ait ramassé par des taxes et des impôts. Il ne pourrait pas dépenser de l'argent qu'il n'y a pas. Donc, déjà là, je pense que ça ferait un gros pas. Ensuite, il y a beaucoup de marge pour déréglementer des affaires. Là. Écoute, je lisais pour le dollar US, justement, qui joue un rôle important dans l'économie souterraine, mais aussi dans l'économie formelle, parce que quand ils exportent, généralement, ils exportent en dollars US, là, il y a 10 taux de change officiels pour le dollar US. Donc, dépendamment comment tu obtiens ton dollar US, ton taux de change quand tu le convertis en peso est différent. Ouais. Donc, tu as une armée de fonctionnaires qui examinent toutes les transactions qui se font puis qui ont 10 taux différents. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner 3 exemples de taux de change différents du dollar US. En passant, le taux officiel de change, il est moins que la moitié de la valeur du taux de change au noir. Donc, tu comprends qu'il fourre le monde, là, il te force à changer ton dollar US pour moins de pesos que ce que ça vaudrait, ce qui encourage encore plus l'économie au noir. Mais Jerry l'a mentionné, ils ont une agriculture, ils ont plusieurs des meilleures terres agricoles au monde. C'est reconnu mondialement, là, le steak, on parle du steak australien, le steak de l'Ouest canadien, le steak américain, mais le steak de l'Argentine, c'est un des meilleurs bœufs, là. Oui, ils sont originellement au 19e siècle, ils sont devenus très riches en exportant de la viande de bœuf. Mais donc, ils produisent beaucoup de soya et qu'ils exportent. Mais là, le problème, c'est qu'il est taxé à 33 %. Ça, c'est gagnant. Des taxes à l'exportation. Ça encourage ton monde de taxer. Quand ils produisent de quoi chez toi puis qu'ils l'exportent, 33 % de taxes. Justement, c'est là-dessus. C'est là-dessus, Fred, que les politicos du passé se sont fait élire. Le protectionnisme était excessivement fort. Donc, ils ont réussi à mettre ça dans la tête du monde que plus tu es protectionniste, mieux que ça va aller pour ton économie. Mais c'est le contraire. Lui, Milei, c'est totalement le contraire de ça. Là, c'est qu'ils ne peuvent plus taxer les importations parce qu'ils ont tellement taxé qu'ils n'en rentrent plus beaucoup. Mais là, ils taxent les exportations. C'est complètement contre-productif. Wow. Mais là, imagine, Jeff, que non seulement ils payent 33 % de taxes sur le soya qu'ils exportent, mais une fois qu'ils ont les revenus, moins le 33 %, ce qui reste en dollars US, ils sont obligés de le changer en peso argentin au cours officiel qui est moins que 2 fois la vraie valeur du dollar US. Fait que là, ils se font fourrer encore plus là-dessus, ce qui fait en sorte qu'il arrive des moments où ça ne vaut pas la peine de l'exporter. Leur taux de change est tellement bas, avec le 33 % de taxes qu'ils paient, qu'ils se mettent à engranger le soya parce qu'il n'est pas rentable à exporter. Puis là, le gouvernement se met à perdre ses revenus de taxation sur le soya. Fait que là, ils ont fait le dollar soya. Le dollar soya, c'est le cours de change du dollar US vers le peso argentin qu'obtiennent
qui est bonifié, mais qui est réservé aux producteurs de soya qui exportent. Faut-il qu'il soit réglementé? Là, il y a un autre dollar, c'est le dollar touriste. Voyons. C'est que quand tu voyages, d'abord, tu peux juste acheter 200 US au cours officiel par mois. Donc, tu comprends que si tu fais un voyage aux États-Unis, tu vas être obligé tu ne peux pas arriver avec une valise de dollars US, là, tu vas utiliser ta carte de crédit. Mais là, ton taux de change avec ta banque, quand tu vas payer ton compte de carte de crédit, tu vas le payer en pesos argentins, mais tu vas avoir dépensé des dollars US. Tu comprends? Aux États-Unis, pour faire un exemple simple. Là, le taux qu'ils vont te donner de change pour régler ta facture de carte de crédit va être plus bas que le taux que tu aurais à la banque en temps normal. Encore plus bas. Parce que si tu voyages, tu dois être riche. C'est ça, ils appellent ça le dollar touriste. Mais attends un peu, ils en ont rajouté une couche. En janvier, décembre, janvier, il y avait le mondial au Qatar. Ils se sont dit, hey, les Argentins, ils aiment le soccer. Il va y avoir beaucoup d'Argentins qui vont aller au Qatar. Puis ça, c'est du monde qui ont beaucoup d'argent. Ça coûte cher aller au Qatar. Fait que là, ils ont mis un taux de change nouveau que là, on appelait le dollar Qatar pour que quand tu règles tes factures de carte de crédit pour tes dépenses au Qatar, tu avais un taux de change encore moins bon que tu aurais en temps normal. Donc, tu vois, là, tu as des fonctionnaires complètement délirants. C'est une maison de fous. Et donc, je pense que je reviens à ta question, qu'est-ce que Milei va pouvoir faire? Bien, c'est le genre de choses dans lesquelles il va pouvoir faire du ménage. Puis, entre autres, en adoptant le dollar US, les folies qu'on vient de mentionner vont s'éliminer d'elles-mêmes. Mais juste avant, pour que Fred, avant que tu aies plus loin, j'essaie de comprendre. Lui, là, il est élu. Y a-tu un parti avec lui? Il va-tu être bloqué par une chambre qui n'est pas de son bord? On sait que Trump, dans son premier 4 ans, a essayé de s'attaquer à la Swamp. C'est la Swamp, finalement, qui a gagné. Moi, ce que je pense, c'est que la Swamp a gagné. Donc, elle est beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'il pensait au début. C'est beaucoup plus structuré qu'on pensait. Souvent, dans les économies socialistes comme ça, en plus, en parlant de l'Argentine, il y a des groupes très puissants de syndicats, du milieu de l'agriculture, comme les UPA de ce monde, un peu partout. Comment il va faire, oui, les idées, mais est-ce qu'il va être capable de les faire pour vrai? Puis quand tu commences ça, parce que le socialisme, c'est des années et des années d'accumulation de règles. Quand tu commences une journée puis tu te rends compte que tu en as juste pour une affaire des mois avant de te rendre jusqu'en bas pour tout défaire. Est-ce qu'il va être appuyé ou il est seul? Comment ça fonctionne, sa structure là, d'équipe alentour de lui? C'est ça, je vais répondre parce qu'il y a deux questions dans ta question. Là, quel est le mouvement? Est-ce qu'il y a un parti? Comment il s'est organisé? Puis deuxièmement, ça va être quoi les forces qui vont s'opposer à lui? Bien, d'abord, on a un super bel exemple, là, indépendamment de ses politiques, de ses positions, de sa personnalité. C'est vraiment un mouvement politique qui s'est développé via les réseaux sociaux, via principalement TikTok et YouTube. Donc, c'est vraiment un phénomène très 21e siècle, très contemporain, là, parce qu'il faisait face à des forces politiques, des partis politiques très établis qui ont le contrôle des médias, qui ont une presse favorable dans les médias. Donc, il est vraiment sorti de nulle part, le gars, ou à peu près, sur le plan politique, je veux dire. Là, en début d'année, le gars, on parle, il y a 11 mois de ça, il n'y a personne qui pensait qu'il avait la moindre chance de se faire élire président. Puis vraiment, son mouvement, sa campagne présidentielle, c'est une campagne de réseaux sociaux. Je donne un exemple. Il est connu, il a organisé plusieurs rassemblements avec des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers de personnes, là, avec beaucoup d'enthousiasme. Ben, c'était organisé avec un message sur Twitter, je vais être à telle place, tel jour, telle heure, venez me voir. Puis c'est comme ça que le mouvement se faisait. Il fait partie d'un petit parti qui s'appelle la Libertad Avanza, la Liberté avance. Ils sont très minoritaires au Congrès, au Parlement. Il fait face au parti... le parti qui est majoritaire au Parlement, c'est le parti du président qui était là jusqu'à il y a quelques mois, là, jusqu'aux élections. C'est le parti fondé par Juan Perón, donc le parti péroniste qui est le grand responsable de la mise en place du système socialiste qu'on connaît, qui a des racines très, très profondes dans les barrios
C'est comme ça qu'on dit ça, Jerry. Ton espagnol est 100 fois meilleur que le mien. Là, dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est ça. C'est comme une mafia là, qui est installée, qui a ses contacts, qui va rejoindre les gens individuellement. Tu as besoin de rencontrer un médecin, il y a une file d'attente, tu vas aller voir le représentant du parti dans ton voisinage, puis lui, il va t'arranger ça, tu vas en voir un médecin spécialiste. S'il sait que tu votes du bon bord le moment venu, tu comprends? Donc, ces gens-là sont encore majoritaires au Parlement. Il a eu le support, le soutien. Après le premier tour, la candidate du parti de centre-droit, Patricia Bullrich, elle a fini 3e avec 24% des votes. Elle s'est ralliée inconditionnellement à lui. Avec son parti à lui puis le parti de centre-droit, ils ont quand même une force importante au Parlement, mais il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. Parce que le parti centre-droit, c'est un parti un peu conservateur traditionnel. Ils vont le suivre jusque dans une certaine mesure, mais il y a un moment où, tu comprends, il y aura des arbitrages à faire. C'est pour ça que je pense que la mesure qui va être capable le plus facilement de passer, c'est de faire adopter le dollar US. C'est une mesure radicale, mais je pense qu'elle va être plus facile. Je me demande si... je n'ai pas la réponse, mais je pense que possiblement, il a le pouvoir en tant que président, en tant que responsable du pouvoir exécutif. Il n'a peut-être pas besoin de passer par le Parlement pour ça. Mais on verra. Il va avoir... Il l'a dit, je vais sortir mon espagnol de fin de semaine. Il a dit hier dans son discours « Hay gente que se va a résister ». Il y a du monde qui vont résister. Il y a les forces politiques face à lui qui vont résister, mais il y a les gouvernements municipaux aussi qui ne sont pas de sa gang. Il y a les mouvements syndicaux qui sont très forts. Tu comprends, il va y avoir de la résistance, ça va brasser, puis ça va être intéressant à suivre. C'est pas donné, c'est pas parce que j'aime ses idées que je pense que demain matin, il va réussir tout ce qu'il veut. Là. Exact. Puis tu as donné un bon exemple qui est Donald Trump en passant. Exact. Merci, Fred. Anyway, on va continuer sur Prime quelques instants. J'ai une couple de questions pour toi, mais pour les gens du live, on s'en va vers les Jerry's News Desk. Viva la libertad! Viva Libertad! Yes, liberté, on aime ça. Et Yann Sénéchal est également stand-by, ici même sur le live. On poursuit sur le Prime avec Fred Tétu. Jeff Fillion. Ça, c'est vraiment pas fin. OK, les News Desk. Especial. Spécial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. C'est pas gentil, là. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui s'imite. Il y a quelqu'un qui marche comme moi en ce moment. Oui. Dans le studio. Et c'est ma femme. Elle marche comme si elle avait une jambe de bois. Ouais, elle marche comme le Doc Mayou. Doc Mayou. J'ai marché de même tout le long. Et le pire, c'est qu'il y avait un petit peu de neige hier, mouilleuse. Ouais. Et vu que ma jambe ne levait pas, donc je traînais une grosse boule de neige sur ma botte. Hey, crampé de rire. Toi et le Doc Mayou ensemble, vous avez 2 jambes. Oui, effectivement. Donc, mais là, ma blonde, je marchais sur le terrain et là, j'entendais à travers des fenêtres. Elle était crampée de rire, plus capable dans la fenêtre. C'est pas fin. Excuse-moi, là. C'est spécial. Là. C'est spécial. Elle spécial. C'est spécial. spécial. C'est spécial. Elle spécial. Bon, qui c'est qui est morte, là? OK, je pensais que c'était Carter qui était mort. Non, c'est sa femme. OK, mais Carter n'est pas mort, lui. Carter n'est pas mort. Non. Carter va pas mourir. Carter, il a 80. Il a pas le sang? D'après moi, il a pogné le sang. Je pense qu'il y a Jamie. un peu. Jamie. Donc là, c'est la bonne femme qui est morte à 98. Quand même une bonne ride. Ça dépend toujours comment c'est mené jusqu'à la fin. Tu sais, je suis obligé de te dire que, tu sais, on a parlé tantôt de... comment ça s'appelle? La madame? 99. 99, oh. On a parlé de la madame de quelle famille, là? Jeannette. Macaire. Jeannette. Jeannette. Le chien, tu te rappelles qu'il s'appelait Macaire? Ouais, c'est un drôle de nom. Hein. C'était Macaire. Dans le téléroman? Oui. Quelle famille? Dans quelle famille? Puis Jeannette Bertrand, excusez-moi, là, 98 ans. Là. Écoute, elle peut dire ce qu'elle veut. Là, mais... On a parlé, elle peut dire ce qu'elle veut. À 98 ans, tu peux dire ce que tu veux, vraiment. Même avant, là, mais je veux dire, à 98 ans, regarde, dis vraiment ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune conséquence à rien. Mais elle est sharp pareil. Ben oui. Bon, elle est toute belle.
C'est incroyable. Elle est toute belle, puis quand elle parle comme quelqu'un de 65, 70 ans. Là. Elle n'est pas... Oui, pas ça coche. Oh, oui, vraiment. Mais elle a bûché beaucoup avec son mari, C'est qui son mari? Jean La Jeunesse. OK, mais Jean La Jeunesse, c'était celui qui était son mari dans Dans quelle famille? l'émission, mais dans la vie aussi, je pense. OK. Puis lui, c'était pas facile, ça? Ben, regarde, là, je m'embarque dans quelque chose, là, mais je pense qu'elle, elle a vécu l'enfer avec cet homme-là. OK. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté... Parce que je pense qu'elle, dans sa vie, dans sa jeunesse, son père, c'était un rough and tough avec les filles. Puis elle a marié Son père. un bonhomme comme son père. Ouais. Puis là, elle s'est comme affranchie de ça d'une manière. Elle, c'est une féministe reconnue. Elle s'est affranchie de ça, mais elle a passé au cash là, dans... Elle a vécu des années tough avec la jeunesse. En tout cas, j'ai regardé les images de Tout le monde en parle sur X ce matin, puis je vais te dire que si à 98 ans, je suis de même, un se rend, puis tu sais, je me regardais marcher en fin de semaine, c'est sûr, je ne me rends pas de même, là. Tu sais, moi, j'ai 56 ans en fin de semaine, j'avais l'air d'un gars de 85. Je tenais une boule de neige sur ma patte gauche. Pas capable de me débarrasser de la boule de neige sur mon pied. Pas drôle. Pas capable de me lever le pied. Non, c'était triste. Puis, elle disait ce qui m'a fait parce que là, je pouvais pas être là. Tu sais, moi, j'étais assis là, pendant que. Tu sais, assis, c'est pas pire, j'ai pas à me trimballer. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un côté orgueil là-dedans. Oui, je comprends. Mais tu veux continuer parce que. Mais là, à un moment donné, t'es pas bien, là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les news desk, Jerry? Ben, tu as parti le sujet tantôt, mais comme tu es Jeff Fillion, Oui. il y a toujours beaucoup de portes qui se rouvrent. Oui, c'est ça. Steven Guilbeault, il a eu une claque d'en face vendredi, lui. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. L'histoire des pailles de plastique. Ben, c'est ça. La face, c'est que c'est la cour, je sais pas c'est quelle cour. C'est la cour du roi Péto. C'est la cour du roi Péto. Il y a une cour qui a c'est la cour fédérale. C'est la cour fédérale qui a dit que c'était pas... il ne pouvait pas empêcher la vente de stock en plastique. On parle des sacs, ustensiles, pailles, des bâtonnets à café, des bébelles de même. Les clips pour la bière, là. Tu sais, les clips en plastique là, que tu clips 6 bières dessus. Là. Oui. L'affaire, c'est que sont pas... La Cour a dit à Guilbeault, au gouvernement, en fait, qu'ils n'ont pas prouvé que les articles de plastique étaient toxiques. Oui. Ils disent c'est pas toxique, ça. Ben, tant qu'à ça, on va tout enlever, là. Parce que pourquoi ça a été choisi comme symbole? Parce qu'une seringue, c'est en plastique. Oui. Oups, OK. Le plastique aide beaucoup à aseptiser la vie de tous les jours. Oui. Parce que si on n'a pas de plastique, on l'a quoi? Du métal ou du bois? Oui. Du papier. Ou du papier. Oui. Mais on s'entend-tu que si ça, on n'a pas de plat de plastique, notre plat est en quoi? Toute l'histoire des sacs, est en des bois. pailles, ça, c'est tout de la merde, là. Si on s'entend, là. Puis on est tombé là-dedans parce qu'on n'a pas le choix, c'est sûr qu'on fasse. On est tombé là-dedans, puis les vendeurs de scie sont tombés là-dedans. Il y a quelqu'un qui s'est levé debout et a dit ouais, non, c'est probablement des gens qui vendaient des pailles, là. Ils ont dû dire pourquoi c'est moi le vilain là-dedans? Ça n'a pas rapport. Ça change rien, ça. Tandis que Poilievre, lui, il prend de l'autre côté, lui. Le Poilievre, il dit il faut tout simplement faciliter le recyclage. Ça soit plus facile de recycler. Donc, si tu as des pailles, tu as des verres en plastique, tu as des ustensiles, ça soit plus facile de recycler ton stock de plastique. Mm-hmm. Lui, il le prend d'une autre manière. Exact. Tandis que Guilbeault, lui, il veut l'interdire. Ça, ce gars-là, je suis plus capable. Puis nous autres, on est là, puis OK. On enlève les sacs, puis on enlève ci, puis on enlève ça. Je sais pas pourquoi on suit ces gourous-là. Tu sais, c'est basé sur quoi? Sur absolument rien. Mais là, l'affaire, c'est que le fédéral, c'est pas fait encore, mais c'est ce que dit Guilbeault. Ils veulent aller en appel. Oui. Mais là, on s'est entendu que tu vas en appel, Jeff. T'embarques encore dans une patente, là. Mais y es-tu têtu? Ah oui, bien ça. Non, mais lui... C'est des enragés, c'est pas pareil, là. C'est des gens qui ont... Des activistes. Voilà. C'est des activistes. C'est pas des gens qui sont là pour faciliter notre travail. C'est pas des gens qui sont là pour faciliter notre vie. C'est des gens qui sont là pour nous faire chier. OK? Donc, lui, là,
Lui, il se lève le matin, la première, comme beaucoup de monde dans ce gang-là. Comment je fais pour les faire chier? Oui. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que des ustensiles en plastique, c'est pratique, là. Ben, des s'entend ustensiles dessus, de là? bois, c'est méchant en C'est sacrement. dégueulasse. Le feeling sur la langue. Mais non, ça marche pas. Le contact du bois avec la bouche, ça marche pas. Ça marche pas zéro. Puis le papier, pareil. Parce que du papier, c'est du bois. Là. C'est ça. Le carton, tu as le même feeling. Hey, as-tu vu l'histoire? Aujourd'hui, au palais de justice, je ne sais pas trop où. Là. Au palais de justice dans le bas du fleuve, je ne sais pas trop où. Mais il y a 2 personnes qui vont passer en cours qui sont accusées de bris d'ordonnance au procès d'Harold Lebel. OK. Quand il y a eu le procès, Harold Lebel, c'est lui qui a agressé Catherine Fournier. Oui. On se souvient de toute l'histoire. Mais la face, c'est que pendant le procès, il y avait une ordonnance de non-publication. Oui. Elle l'a levé quand c'est elle qui est allée publique pour dire c'était moi la victime. Ah, c'est ça. Ouais. Mais avant ça, il y a 2 personnes qui n'ont parlé. Mais je peux te dire une affaire, c'est que j'ai jamais compris le bout de non-publication. Je peux comprendre pour des jeunes, mais pas pour elle. Ben, c'est la question que je me posais aussi. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, à un moment donné, Et dans l'ère où on est Oui. aujourd'hui, là, cette histoire-là, là, ça tient peu à route. Là. Tu sais, la patente de... Vous avez bien vu, là, dans le début d'Internet, le fameux Éric, là, que tout le monde savait c'était qui au Québec. là. c'est-tu du niaisage, ça? Hey, c'était du cave, ça. Ça, c'est Puis ça, il y a des niaisage. journalistes à TVA qui se sont fait frapper dessus. Là. Oui, mais, Il y en a qui se sont échappés. mais Jeff, à un moment donné, ça traîne. À un moment donné, ça sort. Puis en plus, ça fait quoi, ça? Un gars qui chicane d'un divorce avec sa femme qui n'est pas sa femme. C'est quoi le rapport? On n'a pas à savoir c'est qui. Ben voyons. J'aime bien mieux savoir que le gars se bat pour une cause qui va devenir de la jurisprudence pour tout le monde. Peu importe c'est quoi son nom, on s'en sac. Puis que le gars, il nous explique pourquoi il veut pas. Puis elle a dit pourquoi ça devrait être ça, puis etc. Ça a eu un impact, sa jurisprudence. Ça. J'aime bien plus savoir ça comme débat de société qu'on me montre des vidéos de ce gars-là en train de faire cuire des popsicles ou des barbecues. Là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, ça. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont des enfants. Ben voyons. Ils ont des enfants. Tu sais, on n'est pas en train de parler de viol. On est en train de parler d'une histoire de je veux pas payer tel nombre de millions parce que je n'étais pas marié avec. Mais ça, il y a des affaires de même, mais c'est spécial. Elle est spéciale. Mais est-ce que. Oui, elle est spéciale. Mais ça se peut-tu qu'ici, on pose. Il y a beaucoup d'affaires d'ordonnance de non-publication ici. Ça devrait tout être élevé, ça. C'est Ça bizarre. marche plus dans l'ère d'aujourd'hui. Ben, regarde, ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y a un gars sur Twitter, X, il y a un gars qui est arrivé sur Twitter, il a écrit, il va être en cours aujourd'hui, là. Lui, il a écrit Catherine Fournier Catherine Fournier a eu peur de porter plainte au début. Pas ce qu'on comprend, c'est au début, là, elle y a pensé avant de porter plainte. Mais elle n'a pas eu peur de s'étendre dans son lit. Le gars, il a écrit une platitude comme ça, mais sur Twitter. Mais en disant cette platitude-là, il a dit le nom de Catherine Fournier. Okay. L'autre gars, il a dit tout le monde sait que c'est une ex-députée et qui est devenue mairesse d'une ville de la Rive-Sud de Montréal. Ouais, c'est pas mal détaillé. Mais je comprends, mais sérieux, je comprends pas le secret là-dedans. Il n'y aurait jamais dû y avoir de secret. T'sais. Anyway, tu as vu qu'elle-même a tout sorti ça. Là. Ben oui, exactement. C'est-à-dire, dans le coin là-bas, ça a fait pas mal plus jaser que par ici. je comprends. Parce que dans le coin là-bas, il y a beaucoup de monde qui aime le député du coin. Là. Puis l'histoire est différente là-bas. Sauf qu'il y a eu un jugement. Là, OK? Puis le jugement, c'est tel que tel. Puis il y a eu un procès, puis les gens se sont expliqués. La justice étant ce qu'elle est, est-ce que c'est parfait, la justice? Non. Ça, c'est clair. Je peux vous le dire, à chaque fois que j'ai eu besoin de la justice, c'est toujours un peu décevant. Mais il y a eu un compte-rendu, lui. OK? Puis il a été reconnu coupable. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents de ça. Parce qu'ils se disent ouais, mais c'est pas tout le fin fond de l'histoire. Sauf que là, il
fera pas 14. On ne peut pas faire un procès, là. C'est ça qui est arrivé. Bon. Après ça, les parties, puis là, ben, telle affaire. Puis ça fait jaser pas mal. Là. Rappelez-vous l'histoire une fois que c'est sorti. Puis elle-même a été interrogée là-dessus. Là. Tu sais, pourquoi tu n'as pas dit non? Tu sais, toutes les histoires. Là. Moi, c'est drôle, hein? Ce que je trouve le plus bizarre, c'est un bonhomme dans un party. C'est sûr que elle n'aurait jamais dû aller là. L'histoire, on s'appelle. Là, elle est allée chez eux. Elle est allée chez eux. Voilà. OK, ça, bon. L'histoire. Tu sais, si, mettons, j'ai parlé à mes filles, à un moment donné, si un bonhomme de 58 ans, 59 ans, avec qui vous travaillez, veut vous l'amener à la maison, dites-vous que, en tout cas, s'il n'y a pas des mauvaises intentions, il y a des chances qu'il y en ait. Si c'est pour le travail, on va aller au bureau ou on ira, mettons, chez Starbucks. Oui. On s'entend. Oui. On envoie du monde travailler chez Starbucks. Oui. Puis par après, il y a toute la notion de consentant, pas consentant. Regarde, ça finit plus, là. Mais moi, le bout qui m'écœure le plus, c'est drôle, là, c'est un bonhomme avec une jeune femme. Ça, c'est de ça qu'on parle pas assez. Parce que c'est légal, moi, mais un bonhomme avec une jeune femme. Moi, je suis pas capable. Tu sais, je veux dire, au-delà de je peux l'amener en cours ou pas, c'est pas ça le point. C'est que moi, ça m'écœure de savoir qu'un bonhomme de 57, 58 ans a quelqu'un qui travaille avec lui comme député, puis la fille a 21, 22 ans. Ils ont 30 quelques années. Probablement que, je ne sais pas dans le cas à lui, mais dans d'autres histoires, c'est le cas. Souvent, leurs propres filles sont plus vieilles que le genre de blondinette qui essaie de se faire. Moi, ça, c'est vraiment... C'est yark. Il y a un côté dégueulasse à ça. Qui n'est jamais jasé, d'ailleurs. Parce que c'est légal. Mais c'est légal. C'est ça. L'histoire aussi, ça c'est un peu spécial. Je ne sais pas si ça marche, les grèves de la faim. Mais je devrais peut-être en faire une, moi. Peut-être, tu sais, pour perdre quelques livres. Mais lui, vraiment, il veut faire... Mais lui ou elle, parce que là, je ne sais pas trop. La personne s'appelle Alex Frédéric Michaud. Mm-hmm. Donc, prénom Alex Frédéric Michaud. C'est un gars. 32 ans. C'est un gars. Oui. Lui, il est non-binaire. Ah, OK. C'est ça. Lui, il est non-binaire. Mais l'affaire, c'est qu'il va faire une grève de la faim. Il va aller se parquer en face du bureau de la RAMQ. Puis, il veut avoir sa carte. Sa carte soleil, là. Mais il veut pas que ça soit marqué M pour Monsieur ou F. C'est M puis F, je pense qu'il a marqué sa carte. Lui, il veut avoir le signe X. Donc, lui, il veut pas être un homme ni une femme sur sa carte. Il dit qu'il n'est pas homme, pas femme. Il va faire la grève de la faim pour la RAMQ, sur la RAMQ. Là. Mais c'est spécial pareil. Parce que, en réalité, je sais pas comment dire ça. T'es un mâle ou une femelle? Oui. Oui, il n'y a pas d'autre chose. Parce que si, mettons, tu rentres à l'hôpital puis tu as un problème majeur, tu as eu un accident, quelque chose. L'affaire, c'est que je sais pas moi, t'es magané. Ils veulent savoir, la personne qui est couchée sa civière, si tu es un mâle ou une femelle. Parce qu'on n'est pas fait, à l'intérieur, on n'est pas fait pareil. Non, mais c'est ça. Je dis ça de même. Je parle du point de vue médical. Ouais. Je parle pas dans ta tête. Dans ta tête, tu peux être ce que tu veux. Ben, mais c'est ça. Du point de vue, ça, c'est une carte, c'est la carte soleil. Ça, c'est la carte pour l'hôpital. Exact. Oui. Donc, le médecin qui te prend en charge, il dit, j'ai-tu un mâle ou une femelle? C'est pas le temps, lui. Ce que tu as dans ta tête, garde-les pour toi. Oui. Ouais, tu peux le dire, mais... Mais pour les choses officielles, là, moi, techniquement, il faut déterminer ce que t'es. Oui, moi, j'ai le scalpel dans les mains. Là. Est-ce que je donne un coup de couteau dans un mâle ou dans une femelle? C'est juste ça que je veux savoir. La réalité, c'est beaucoup de gens troublés. C'est ça. Là. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Là. Aidez-les. Allez pas vous battre avec eux autres dans des histoires administratives. Donnez-leur le support qu'ils ont besoin. S'ils se battent des patentes demain, tu vois bien que ça va pas, là. Tu sais, il y a des gens, vous en connaissez, ils sont publics. Il y a des gens qui disent, moi, avant, j'étais un monsieur, puis là, je suis devenu une madame. Michel Blanc, oui. Voyons, Bouchard au Saguenay, etc. Oui. Il y en a plein. Il y en a. Micheline Montreuil. Et ces gens-là ne se battront pas à pu finir pour faire changer le papier officiel. Non, c'est ça.
À un moment donné, si, au niveau sécurité, médicale, etc., ça prend ce que tu es pour être sûr que tu as les bons soins. Ces gens-là vont être assez brillants pour savoir que oui, dans ma vie, je me vois comme telle affaire, mais quand il va arriver un moment, je suis telle chose. Tu as reçu, toi, un coup dans le bas du corps. Mais t'as-tu un utérus ou tu n'as pas, là? C'est ça que le médecin veut savoir. Parce que le médecin, il va arriver, il va dire la personne qui vient de rentrer, il est marqué X sur sa carte. Le médecin, il va dire il est marqué X. Parfait. Mais quand il va te soigner, il va savoir si t'es un mâle ou une femelle. Ben oui, c'est ça. Anyway, donc, il s'est marqué sa carte, il s'en fout. Yes. L'autre histoire, il faut que je te parle. Ça, c'est d'une tristesse quand même. Ça fait 120 ans. C'est 120 ans plus tard. C'est-tu toi que 120 ans quand tu penses à ça? C'est la fin du livret de la Caisse populaire. Pourquoi c'est une histoire, ça? C'est une histoire, Jeff, parce qu'il y a 270 000 personnes au Québec qui utilisent encore chaque semaine leur livret de caisse. OK. Donc, s'ils enlèvent le... Je suis pas mal de pas rire. S'ils enlèvent les livrets de caisse, ben il y a 200 sur les 10 000 personnes qui ça stresse. OK, mais ça fait quoi? C'est M. Lynch qui a dit ça, le gars de l'Association de la défense des droits des retraités. Oui, mais ça fait quoi? Mettons, qu'est-ce qu'ils ont... Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur compte? Ben oui, mais là, ils vont en caisse. Ils vont en caisse pareil. Ils vont en caisse pareil. Ben oui, mais là, ils ont une carte de... Y a-tu encore des cartes? Y a-tu encore des guichets? Il y a des guichets. OK, puis ils peuvent avoir un genre de compte-rendu sur leur guichet, je sais pas trop. Oui. Mets ta carte, puis tu fais solde, puis tu as un papier qui sort. Allez au comptoir de votre caisse, puis demandez à la caisse de vous envoyer dans le courrier à chaque mois votre genre de livret, puis vous le prendrez une brocheuse. Un statement à chaque mois. Une brocheuse, puis les brocher à la fin de l'année. Puis là, ça, c'est l'année 2023, puis ça, c'est l'année 2024. Voyons, on vient-tu... Moi, je boite en vieillissant. J'espère que c'est juste boiter. J'espère qu'en haut, ça va fonctionner encore un peu. Là. Voyons. Ça veut pas dire ça que t'es vieux, que t'es cave, me semble. Moi, les gens plus âgés autour de moi, oui, ils ont changé un peu, ils ont plus peur, ils sont plus stressés, tout, mais je veux dire, ils sont pas nono, là. Ils sont capables d'écouter, d'ouvrir les nouvelles TV, ils sont capables d'aller sur Facebook. Exactement. Ils sont capables d'avoir un téléphone cellulaire. Oui. Tu sais, je veux dire, vieillir, là, c'est pas un signe de je veux vivre en 1969 jusqu'à la fin de mes jours. Là. À moins que ce soit des gens vraiment vieux, je sais pas. J'essaie de comprendre la patente. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Pourquoi ils ne font pas exception puis ils ne donnent pas ces 270 000 là? Mais voyons, je vois le vert, ils enlèvent juste un carton. Oui, c'est un livret. Un livret, là. C'est un livret de caisse. En passant, il n'y a plus de téléphone, c'est mieux qu'un fil. Là. Non, il n'y en a plus. Non, c'est fini, ça. Il y en a plein d'affaires de même. Je n'avais encore un au restaurant, pareil. Tu en as encore un? Oui. C'est un running gag. Là. Est-ce qu'il y avait une ligne dessus? Oui, il y avait une ligne dessus. Oh, il y avait une ligne? Il y avait une ligne sur le téléphone. OK. Parce qu'on avait une ligne téléphonique pour les cartes de crédit et les affaires dans le temps. Là. Dans le temps, si ça avait été... j'aurais aimé ça pour les nouveaux systèmes de paye. Là. Oui. Tu sais, wireless, tout ça. Mais dans le temps, ça commençait et c'était très dispendieux. Oui, c'était dispendieux. Oui, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Là. C'est le fun. Est-ce que dans le temps que tu allais à l'école, il y avait des téléphones à roulettes sur le mur dans la classe? Dans la classe, oui, dans la classe, il y en avait. Il y avait des téléphones. Oui. Ils ne sonnaient pas souvent. On ne sait pas trop à quoi ils servaient, finalement. C'était pour appeler le directeur. C'était pour appeler le directeur. Oui. Nous autres, je me rappelle au séminaire, il y avait des téléphones dans les classes, mais je n'ai jamais entendu le téléphone sonner. Jamais. J'étais là 2 ans. Même pas 2 ans, 1 an et quelques mois. J'ai dû changer mes plans un peu plus tard, mais nous autres, on le faisait sonner de manière imaginaire. On avait un professeur de latin, Romulus, donc Romuald. Et Romulus, lui... Romulus. Il parlait latin, le gars de latin. Ça fait Astérix. Oui. Donc, Romulus était sourd. Donc, et moi, à tous les cours, je sais, ma blonde, elle va dire « Ah, tu racontes encore ça? » Mais quand même, c'est une des meilleures. Là, tu lui disais qu'il avait sonné? À tous les cours. J'avais ma main dans les airs. Il parlait « Oui, monsieur Filion. » Hein? Je la compte toujours pareil. Parce que j'avais mon petit sourire en coin. J'avais mon bras dans les airs, puis là, je le tenais pendant 5 minutes de temps parce qu'il ne me voyait jamais. Puis là, j'avais mon bras, puis là, j'étais fatigué du bras.
Puis là, Mané, oui, monsieur Filion. Monsieur Romuald, le téléphone sonne. Il se virait tranquillement, puis il s'en allait vers le téléphone. Hello? 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 Il raccrochait, puis il continuait le cours. Puis il me disait pas, il n'y a personne ou n'importe quoi. Il continuait le cours. Et le cours d'après, encore, à toi, il m'a jamais dit, hey, là, Filion, là, tu me niaises. Là. Il m'a jamais dit ça, là. Bon, peut-être que je l'ai fait 30 fois, là, peut-être pas fait 100 fois, là, mais jamais il m'a dit une fois, là, ce fois-là, je réponds pas, je sais que c'est pas vrai. Il se tournait toujours pour aller répondre. Donc, on salue Romulus, qui est probablement décédé aujourd'hui. Une petite dernière pour les news desk de Jerry. Une pour la route. Une pour la route. Moi, mon fils tombe en grève. Oh! Ben oui, il est syndiqué FAE. J'ai pas l'impression qu'il va être content parce que mon feeling, c'est que le fonds de grève n'est pas fort. Le fonds de grève est à 0. Ben voyons donc, toi, l'argent va où? Ah, mais il ne savait pas, lui, ça. Il l'a su dans les derniers jours. Là. Ben voyons. Non, il t'assure, eux autres, qu'il y avait un peu de cash. Mais il est où le cash? Ils ont payé. À chaque paye, il y a un montant que ça va au syndicat. Mais on me dit que c'est aux alentours de 12, 13, 1400 $ par année de syndicat. Tout dépendamment du salaire. Ouais, mais normalement, il doit avoir un peu d'argent. Le syndicat bouffe tout. Ben, ils bouffent tout. Ils bouffent tout. Ils n'ont pas une scène. Christophe, vous n'avez pas une token. Non, puis ça fait des années qu'il n'y a pas eu de grève. L'argent est où? L'argent. Oui, non, mais inquiète pas, ils l'ont pris, l'argent. Ah. Non, ils l'ont pris à tabarouette. Ben, une dernière petite affaire. La comédienne, là, Sophie Bourgeois. Ah, ça, c'est drôle. Non, un peu. Tu peux pas plus... Au Québec, là, les comédiens, les artistes, c'est des amants de la machine. Oui. Du gouvernement. Ben oui. Eux autres, des alliés, des alliés de la machine. C'est des alliés numéro 1 de la machine. Elle se fait bâtir une maison. Jusqu'au temps où la machine est plus fine. Voilà. À un moment donné, la machine, elle ne sera pas fine avec toi. Ben non, elle peut pas l'être. Ça va arriver à un moment donné. Là. Parce qu'avec du monde, elle n'est pas fine jamais. Mais quand c'est les autres, on s'en fout, c'est les autres. Oui. La machine n'est pas fine. Parce que tu comprends pas. Mais là, elle comprend pas. Là. Non. Donc, elle a demandé le 7 mars le branchement. Ben, je sais exactement, on a eu le même problème ici. Elle a eu exactement la même chose que moi. OK? Donc, c'est une histoire de poteau. Ben, c'est une histoire de transformateur. Oui, le transformateur qui est trop petit pour la les nouvelles demandes. Oui, c'est exactement ça. Donc, il faut qu'il change le genre de tonneau qu'il y a d'accroché en haut. Là. Là-bas. Mais souvent, le poteau... Il est pas assez fort pour la grosseur du transformateur. Voilà. Et ça, quand tu as ce problème-là avec Hydro, nous autres, on ne passait pas. Là, ils te connectent en attendant. Là, ils disent, ben là, tu peux pas allumer tout, tu peux pas faire telle affaire, tu peux pas mettre de chauffage, tu peux pas... Tu sais, c'est comme très basique. Ça te coûte 1500$ faire ça en passant. OK. Ben oui. Branché temporaire, il te charge 1500$? Ben, Hydro change un montant X, mais ça veut dire que c'est le gars qui te le fait. Il faut qu'il lève une tour. Faut oui. C'est ça, il y a du temps là-dedans. Là, à 85$ à l'heure, on va dire, c'est pas bien long. Puis là, après ça, t'attends. Elle a entendu, là. Ben, elle a entendu, donc 7 mars. Elle s'est rendue, elle était supposée d'être branchée le 25 octobre. Oui. Il n'y a pas eu trop de nouvelles. Le 25 octobre, là, elle sait qu'elle va être branchée au printemps 2024. Wow! Donc, elle va faire un tour de cadran. Oui. De mars à mars. Sauf que là, le journal a appelé Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, par magie, on dit non, on va aller y régler la semaine prochaine, vu que c'est dans le journal. Mais il y en aurait 500 de même. Il y aurait 500 personnes dans le même cas qui attendent depuis 8-9 mois, presque 1 an d'être branchées à Hydro-Québec. Mais elle va être branchée? Suite à la journaliste. Ben oui, je te jure. Donc, oui, la bonne comédienne qui braille dans le journal, on va aller l'arranger, elle. Non, c'est pas... Être des amis du système, des fois, ça peut être payant. C'est vrai, pareil. Thank you pour les news desk. Voilà pour le Prime et le live d'aujourd'hui. Thank you, Jerry. Dans un instant, on s'en va dans le lab de Mr. White. Encore pour les Prime. Especial. Pirate. Radiopirate.com. Next.
sur Prime et sur Live. Notre ami Yann Sénéchal est avec nous. On vient de parler il y a quelques minutes tantôt avec Fred Tétu, juste avant les Jerry News Desk. On était avec Fred un peu plus tôt sur le Prime et sur le Live, mon ami Yann. On a parlé de ce qui s'est passé en Argentine. Je te pose la question aujourd'hui avec le congrès du Parti conservateur du Québec où Éric a eu un vote de confiance à la hauteur de 77 %. C'est juste limite au minimum qu'il voulait avoir. Donc, Éric a un peu de travail à faire, peut-être recentrer. Je parlais avec Fred à la fin de toute son explication, parce que ma question était, est-ce que dans l'époque d'aujourd'hui, on devra avoir de plus en plus des gens spectaculaires, excentriques, pour sortir du lot et passer le message, qui deviennent des gens de sensation, des médias sociaux, etc. Je fais référence à celui de l'Argentine, ou encore on a quelqu'un de plus traditionnel. Le plus traditionnel de cette gang-là, c'est probablement Éric Duhaime. L'autre, je mettrais Poilievre, qui se sert bien des médias sociaux puis qui a un discours où il répète toujours à peu près les mêmes affaires, donc très discipliné. Et tu as Trump, qui est un peu plus, je dirais, un peu plus bum de son bord. Qu'est-ce que Éric Duhaime a à comprendre de cette fin de semaine-là, de voir ce qui arrive en Argentine, de voir comment le succès de Pierre Poilievre, dans sa tête, là, qu'est-ce qu'il doit faire pour ramener ceux qui l'ont cru en lui pendant la COVID, puis qui... c'est pas un gros ajustement, mais en même temps, c'est peut-être loin de ce qu'il est, Éric, parce que ce qu'on voit devant nous autres, Éric Duhaime, c'est Éric Duhaime. Il joue pas la comédie. C'est Éric, un gars intelligent, un gars quick, un gars qui sait comment faire de la politique, etc. Mais il y a des petites choses à ajuster. Puis je ne sais pas par où commencer pour lui, parce que dans le fond, c'est dur à trouver. Parce que, tu sais, c'est comme demander à Josh Anderson de compter des buts comme Cole Caulfield. C'est dur, ça, là. Jeff, tu me fascines. Tes questions d'introduction, des fois, il y a un podcast d'une demi-heure à faire avec. Oui, moi, je fais jamais de... En passant, je fais jamais de questions. C'est toujours de l'éditorial. Je fais jamais de questions. Je passe tous mes messages dans mes questions. Écoute, il y a tellement d'affaires dans ce que tu viens de dire. Première des choses, mettons Éric Duhaime, le vote de confiance à 77 %, ça peut paraître bas dans ce qu'on est habitué avec les scores stalinesques qu'on va avoir dans d'autres partis politiques. Ce que les gens doivent comprendre avec le PCQ, c'est qu'il n'y a pas encore une culture conservatrice d'établie dans ce parti-là. Dans le sens que le PCQ, c'est un parti qui était à 1 % avant. Ensuite arrive l'élection, où est-ce que là, c'est mergé initialement des gens anti-mesures sanitaires, puis éventuellement, ça a grossi, puis ça leur rapetissé un petit peu dans les intentions de vote pour finir à 13 %. Ça avait monté jusqu'à 17 environ. Mais il y a des gens qui arrivent de toutes sortes de mouvances. Là. Il y a du caribou là-dedans. Il y a des gens qui étaient conspirationnistes pour vrai au début de tout ça. Et il y a les gens les anciens adéquistes qui disent « Ah, enfin, on a un parti qui ressemble à ce que l'ADQ était à l'époque. » Il y a même un peu de QS là-dedans. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un parti qui, fondamentalement, n'a pas de culture. Okay? Fait que ça, ils sont en train d'établir la culture. Qui est-ce qui essaie d'établir ça? Ben, c'est Éric Duhaime dans ses interventions chaque jour. C'est des Karim El Ayoumi, c'est des Adrien Pouliot avec les propositions qui sont faites en congrès. Tu sais, on a des infos du congrès, des propositions qui ont été discutées là. Et il y a plusieurs propositions en faveur des partenariats publics-privés, par exemple, qui, du temps de l'ADQ, auraient passé à 95 % pour. Mais là, ça passe à 70, à 72. Puis il y avait même des affaires, il y a eu des propositions qui ont été refusées dans des proportions peut-être de 40 %. Mais tu te dis, ouais, c'est très étatiste comme proposition. Là. C'est pas des choses qu'on aurait vues à l'ADQ à l'époque ou des choses comme ça. Fait que tu es vraiment dans une position, tu sens que tu as un parti qui est en train de se chercher, puis qui est en train qui a de la difficulté à se trouver encore au niveau idéologique parce que la croissance a été extrêmement vite. Dans ce contexte-là, un score à 77 %, honnêtement, c'est vraiment pas si pire. De tout ça. Il y a un nettoyage, c'est pas le bon mot, mais il y a des membres qui vont quitter le PCQ. Là. Il y a des gens qui sont insatisfaits parce qu'ils pensent retrouver un parti nationaliste 3.0 là-dedans. Ça, c'est pas ça, les conservateurs. Oui, mais gars, je vais te donner des affaires que je note. Là, OK? Premièrement, le gars, ça, j'aime pas ça, là, toutes les histoires racontées aux journalistes. Qu'eux autres aiment ça. Ça a fait dur un peu. Ben oui, ça, c'est un peu croche. Là, surtout avec des gens pas identifiés. Ça, j'aime pas ça. Moi, ça m'énerve. Mais il y a quand même des gens de Beauce. Je sais pas lequel des deux, Beauce-Nord, Beauce-Sud, quand même qui sont pas des QS, qui sont pas dans la patente, la mouvance qui est arrivée avec
avec la pandémie. Tout ça, c'est des gens, c'est des bons conservateurs, je pense, sérieux. Puis eux autres, ils ont des points sur lesquels ils sont tannés un peu de comment c'est mené. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent. Parce que moi, les gens qui me parlent, c'est des vrais conservateurs. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un paquet de monde. C'est une coalition qui est arrivée pendant la COVID. Mais ceux que moi, je parle, je sais que ce sont des gens qui sont conservateurs. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un dit « Ouais, pourquoi Éric est allé sur l'histoire des funérailles nationales, sur Éric Tremblay? » Eux autres, ils ont hâte qu'on ait un genre de Poilievre, qui n'est pas un gars exceptionnel, là. Je veux dire, c'est pas... Il n'est pas... comme Jerry, il n'est pas elle spectaculaire, mais il est discipliné. Exact. T'sais, là, on sent que Éric veut jouer... Tu sais, mettons, tu regardes son Twitter, de quoi il parle, là. C'est beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il va falloir ramener le bateau au bercail là, sur quelques points importants. Là. De ce côté-là, je suis dans l'équipe Fred Têtu 100 000 à l'heure. Dans le sens que ce qu'il vous a expliqué, de dire que Pierre Poilievre a un plan, il est discipliné, il ne dévie pas de son plan, c'est ce qui manque à Éric Duhem, parce qu'Éric a le défaut de ses qualités. Oui, c'est ça. Éric, c'est un chroniqueur exceptionnel qui fait en sorte qu'il est capable de discuter de tous les sujets politiques. C'est un geek politique qui tripe sa politique pour de vrai. Là. Comme Pierre Poilievre aussi. Hein? Pierre Poilievre est un geek politique. Sauf que le geek, il est maintenant... Le costume du geek de Pierre Poilievre, il est dans un placard à quelque part, puis il ne sort plus. Ce personnage-là, le geek politique qu'était Pierre Poilievre, n'existe plus. Ce que vous avez maintenant avec Pierre Poilievre, c'est un politicien discipliné, qui a un message extrêmement simple et qu'il est répété avec une tonne de récurrence. Ça fait en sorte qu'il y a des gens comme moi, qui sont des geeks politiques, qui lisent sur la politique à tous les jours, on trouve ça quand même pas mal redondant, ce que Pierre Poilievre ferait. C'est infantilisant, ce qu'il fait. Mais c'est très efficace, par contre. Exactement. Puis pourquoi c'est efficace? Parce que vous devez comprendre, c'est que l'électeur moyen n'écoute pas et ne regarde pas de la politique à tous les jours. C'est ça. Nous, on est là-dedans tous les jours. Là. Exactement. L'électeur moyen, lui, il peut regarder un bulletin de nouvelles par mois à peu près. Ou 2 bulletins de nouvelles par mois. Il va lire un article de temps en temps quand ça va être spectaculaire ou des choses comme ça, mais il ne lit pas beaucoup, il ne s'informe pas beaucoup. Donc, si tu répètes le même message tout le temps, tu tapes toujours ces mêmes clous, tu vas finir par lui parler, puis tu vas finir par passer ton message. Et ce message-là doit être simple, simple à comprendre, simple à répéter, vulgarisé, puis de le toucher directement sur des enjeux précis qui touchent les lecteurs pour de vrai. La dernière personne conservatrice que j'ai vue se faire élire de cette façon-là, c'est Stephen Harper. 5%. Exact. 2006. C'est tout ce qu'on se rappelle. Oui. C'est tout ce que... Mais pourquoi on se rappelle? Parce qu'il l'a matraqué sans arrêt. Yann, dans ma vie, avant de jaser, j'ai... en radio, mes meilleurs coups, ça a été comme gars de musique, de faire deux bonnes stations de radio qui ont connu du succès avec de la musique. C'est pas même bien compliqué. Moi, j'écoute The Highway dans le char pour le country, puis ils savent comment faire ça. À tout bout de champ, t'entends les mêmes hits qui reviennent. Et j'ai fait la même chose. Mais si tu savais comment, quand tu es populaire, le nombre de personnes qui rentrent dans le bureau où tu programmes la musique, je parle des animateurs, je suis tanné de toujours jouer les mêmes affaires. Je suis tanné de ci, je suis tanné de telle tune, je suis tanné de... Mais en musique, moi, j'ai vu des stations de radio l'échapper pas à peu près, justement parce qu'ils ont écouté la pression à l'interne de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu veux faire plaisir à tout... quand tu veux faire plaisir à tout le monde, tu te déplais à tout le monde. Donc, là, je disais, non, on ne comprenait pas. Pété, répète. Oui, on joue telle tune 70 fois par semaine. Ben, voyons donc. Oui, le top 10, c'est entre 59 et 70 fois par semaine. Êtes-vous fou? Oui, mais on est rendu à 29 parts de marché. Numéro 1, il rentre 7 millions dans la boîte. Y a-tu quelqu'un qui veut changer la formule? Très difficile de rester discipliné, j'imagine, parce que j'ai jamais fait de politique de ma vie. J'imagine qu'en politique, c'est la même chose. Ça cogne partout pour avoir la bebelle de ci, parler de ça, parler de telle affaire, parler de... C'est sûr que ça doit être dur là, de ramener toutes les brebis au bercail. Là. Puis Pierre Poilievre, ce qu'il prouve, c'est que tu n'es pas obligé d'être Donald Trump pour être Donald Trump. Dans le sens que Donald Trump, là, il y avait aussi ses slogans. Là. Il y avait ses points qui matraquaient sans arrêt au travers
du spectaculaire, il y avait Build the Wall, Axe the Tax, Drain the Swamp. Exact. T'sais? C'était pas anodin, ces trois termes-là, ces trois phrases-là. C'était pas anodin. Et ça venait pas de Donald Trump. Ça venait de son équipe d'experts en marketing. C'était que ça. Pierre Poilievre vous fait la même chose au Canada dans un style complètement différent de Donald Trump. C'est le style Jeff Bezos. Ancien gars de computer qui s'est poussé des pipes. Oui. Puis qui a caché ses lunettes. C'est exactement ça. C'est pas Donald Trump, Pierre Poilievre. Par contre, l'équipe marketing est pareil. Même type de principe marketing qui est utilisé. Même type de principe qui a été utilisé par Stephen Harper. Dans les deux cas, ils ont eu du succès. C'est la raison pourquoi Poilievre va avoir du succès. Quand nous, on fait du média, la principale qualité recherchée chez un chroniqueur, chez un animateur de radio, c'est d'avoir la possibilité de parler de tous les sujets 100% du temps puis d'avoir une opinion sur tout. Si on répétait à tous les jours la même affaire, on scraperait nos auditoires. Parce que le métier, c'est de divertir. Ce n'est pas de gagner une élection, le métier d'animateur de radio. C'est de divertir. Donc, tu es en train de faire un lien en disant Éric doit enlever son chapeau de chroniqueur et penser comme un politicien. Ce qui va faire en sorte que présentement, quand Éric Duhem va dans une entrevue, j'ai un intérêt de l'écouter. Puis j'aime écouter Éric Duhem parce qu'il est divertissant, il est intéressant, il connaît ses sujets, c'est le fun à écouter une entrevue d'Éric Duhem. Quand j'ai Pierre Poilievre qui écoute une entrevue présentement, je ne l'écoute pas parce que je trouve ça plate. Il se répète tout le temps. Je le sais, la Justinflation, c'est à cause de Justin. Puis je le sais qu'il faut qu'on mette à terre les gatekeepers puis qu'il faut que les jeunes puissent s'acheter une maison. Je suis au courant. Oui, mais le timing n'est pas pareil. Lui, il est aux portes d'une élection qui ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. Exact. L'autre est à 3 ans d'une élection. Bien, ça, c'est la première chose. Au niveau du message, Éric doit quand même trouver ces 2-3 points qu'il va avoir parce que la dernière campagne électorale là, qu'Éric Duhem a menée, c'était une annonce par jour sur 10 des sujets qui n'avaient aucune cohérence entre eux tout le temps. Ça n'a pas fonctionné. C'est une ancienne type de campagne que Mario Dumont avait faite à l'époque. Puis ça a été essayé, puis ça n'a pas marché. Il faut avoir de quoi d'un peu plus Pierre Poilievresque, comme on voit présentement. L'autre point, par contre, ça, ce qu'Éric doit travailler beaucoup, c'est l'organisation du parti. Là. Je sais que ça ne l'intéresse pas beaucoup. Lui, il aime la politique pour vrai. Puis ça, c'est des points que les gens vont avancer. Il faut que ce parti réussisse à s'organiser et qu'il arrête de foutre son directeur général dehors à tous les 3-4 mois. Là. Il va falloir qu'il en trouve un homme ou femme de la situation là, qui va gérer ce parti-là pour toutes les affaires qui n'intéressent pas Éric, parce qu'Éric, c'est un geek politique. Il n'est pas intéressé par la régie interne. Tu sais, les affaires là, d'élection de la présidente là, qui a finalement été Dauphinet, puis là, il y avait des tractations, ça se ramasse dans le journal, tout ça, puis Éric est en train de faire des téléphones. C'est pas à lui à gérer ça. C'est d'autres mondes qui doivent gérer ça. Les propositions sur le plancher qu'on ne veut pas qu'ils passent, la négociation qui doit se faire, c'est pas à lui à gérer ça. Il faut qu'il y ait une personne ou des personnes qui s'occupent de ça. Chaque homme politique dans leur parti ont leur Martin Koskinen. Éric, présentement, n'a pas son Martin Koskinen. C'est ce qui lui manque. C'est ce qu'il faut qu'il trouve. Parce que ça prend quelqu'un pour gérer tout ça. Oui. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Là. Est-ce que tu trouves que... Puis, on a parlé un peu plus tôt sur Prime, Jerry et moi, avec Mr. White. Nous autres, moi, j'aime beaucoup Éric. Je considère, il ne vient pas manger chez nous le samedi soir, mais c'est un ami quand même. Puis c'est un gars que j'admire parce que c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui a des idées claires, c'est un gars qui voit tout. Tu viens tout de dire ce que je pense de lui aussi. Sauf que dans l'ère d'aujourd'hui, surtout pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un mouvement conservateur qui est détesté par la gauche qui gangrène le monde des médias puis le monde de la politique, et souvent, à cause de ça, il va être projeté dans une patente de médias qui est beaucoup trop grosse pour le fond de l'histoire, mais ça, c'est normal. Tu es dans les conservateurs. Donc, les autres le vivent tout. Trump le vit, Poilievre le vit, tout le monde vit ça. Sauf que Éric, j'ai toujours le feeling que je sais qu'il est dans lui foncièrement bon, puis qu'il n'est pas en crise comme moi ou d'autres. Non, il est très, très, très jovial. Il est très, très gentil. Mais des fois, j'ai le feeling qu'il ne veut pas déplaire
aux gens des médias parce qu'à un moment donné, il sait qu'il va y retourner. Puis, ça ne peut pas aller ensemble. Tu sais, puis je sais qu'Éric n'a pas ça dans lui. Il n'est pas Poilievre et il n'est pas Trump. Mais, tu sais, de temps en temps, d'arriver avec un petit uppercut sur une patente de médias, puis, tu sais, je redonne l'occasion sur Carl Tremblay. Tu sais, Carl Tremblay, l'histoire, moi, je m'en fous un peu, là. Regarde, c'est triste, un gars de 47 ans qui... Les funérailles, là, les gens débattront là-dessus, c'est pas mon... Mais, tu sais, j'avais l'impression que Éric, quand il fait son statement sur Twitter, oui, funérailles nationales pour le chanteur des Cowboys... Tu sais, j'avais l'impression que Éric présentait une histoire que j'aurais pu voir avec le Parti libéral, avec QS, avec le Parti québécois, avec quelqu'un de la CAQ. Christophe, on a 4 demain. Je ne veux pas dire d'être à l'opposé, surtout quand on parle de la mort d'homme, là, mais il aurait pu avoir un autre message. Comprends-tu? Ben, c'est pas obligé de partir en guerre, mais juste être différent plus souvent. Mais c'est parce que son réflexe premier est de répondre aux questions sur tous les sujets. Puis c'est pas le premier politicien à faire ça. La plupart des politiciens font ça. Mais ils sont tous à la tête d'un parti qui vivote puis qui a de la difficulté à percer. Tu sais, je veux dire, c'est ça le point. Tu sais, à un moment donné, là, l'histoire de la pomme de Père Poilievre, c'est pas la pomme. C'est un peu comme Frédéric disait. C'est dit, tant aussi longtemps que tu vas me poser des hosties de questions niaiseuses, je vais te manger une pomme d'en face. Mais que tu arrives avec une vraie question, je vais parler. Ouais, c'est moi qui contrôle le discours, c'est pas toi. Pour les gens qui sont sur live en ce moment, c'est qu'avec Fred, on a parlé plus longtemps sur Prime, effectivement, puis on a parlé de l'histoire de la pomme avec parce que on avait l'impression quasiment que l'histoire de la pomme, c'était comme arrangé, hein? Oui. Même au début, je me demandais si ce journaliste-là existait. Moi, j'ai fait des recherches. moi aussi. Je me demandais si ce journaliste-là existait. Je pensais que c'était quelque chose de monté un peu par le Parti conservateur. Puis j'ai dit, s'ils font pogner, ils sont morts. Donc, on a essayé de voir si ce gars-là existait. Puis effectivement, il existait. C'est un vrai journaliste. Mais c'était tellement... C'était magique comme moment, au point où beaucoup de gens aux États-Unis pro-Trump, m'a prendre Jim Woods, m'a prendre un paquet de monde, disait, on retweetait ce vidéo-là, puis disait, wow, quel conservateur, probablement le meilleur conservateur qu'on a actuellement en Amérique du Nord. Donc, il a vraiment explosé avec ce vidéo-là. Mais Éric est capable d'avoir un moment de pomme. Tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais Éric, il n'a pas ça dans lui, il n'a pas ce côté. Oui, capable. Mais il est capable. En fait, c'est là, présentement, ce qu'on a réellement à se demander, première des choses, là, c'est arrêter de penser que le Parti conservateur n'a pas eu de succès. Okay? Ça, c'est la première erreur fatale que beaucoup de gens font. Ouais, même nombre de votes que le PQ, le Parti libéral, très proche de QS. Présentement, s'il y avait élection là, avec le même pourcentage de votes, 13%, le Parti conservateur amasse 5 ou 6 députés parce qu'il y a des courses maintenant où est-ce que le PQ vient enlever suffisamment de votes à la CAQ pour que le conservateur passe. Voilà. Donc, arrêtez de dire que le parti n'a pas eu de succès. Méga bad luck qui est arrivé, le PQ n'était pas assez fort. Oui, okay? c'est vrai. Ça, c'est la conclusion de la dernière campagne. Arrêtez les grandes affaires. Hey, il n'est même pas capable d'avoir un député. Le gars, il a eu 13% du vote. Okay? Lâchez-moi qu'il n'y a pas eu de député. C'est pas un problème. Il a été bad lucké de ce côté-là. Ça ne sera pas de même à toutes les élections. Première des choses. Deuxième des choses, qu'est-ce que le Parti conservateur a besoin réellement? Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu en fait en fin de semaine, de par les oreilles qu'on avait là, c'est que c'est un parti qui se cherche encore. Il y a un volet complotiste, conspirationniste qui est encore présent au parti puis qui va quitter éventuellement. Mais ce n'est pas encore fait. Il y a un volet très caribou qui va quitter éventuellement, mais ce n'est pas encore fait. Le parti se cherche d'un point de vue idéologique. Présentement, Éric Duhem est probablement un des meilleurs chefs à avoir de ce côté-là. Parce que ces affaires-là idéologiques, il aime ça. Ça l'intéresse. Puis il va amener le parti, il va amener une culture conservatrice dans ce parti-là. Parce que présentement, je ne suis pas prêt à dire, c'est fou à dire, là, c'est le Parti conservateur du Québec, mais la culture conservatrice, on ne la sent pas encore bien établie. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Il y avait une culture libre marché à l'ADQ à l'époque. On ne la retrouve pas encore assez forte à l'intérieur du PCQ. Le parti est trop jeune. La croissance a été trop rapide. Éric Duhem est l'homme de la situation pour accomplir quelque chose comme ça. Amener le parti à implanter cette culture-là. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut se demander qu'est-ce que ce parti-là a réellement besoin. Parce que quand tu arrives, là, on arrive avec les affaires, on sait ce qu'il a besoin, c'est un coup émotif.
Les politiciens sont... Puis c'est la même chose pour Poilievre. Poilievre, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une émotion qui est en train de se dégager, que Harper n'avait pas, qui a réussi à exploiter d'une autre manière pour gagner. Mais il y a un bout émotif où tu dois aller toucher le cœur des gens. Ouais, si on s'en va trop en économie net frais de sec, on sait qu'on va décrocher avec beaucoup d'affaires. Il y a un milieu où il faut que tu touches le cœur des gens. Puis Éric, c'est pas nécessairement un chanteur, c'est pas nécessairement c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. C'est pas quelqu'un qui va gagner par une émotion. Je sais pas si tu me suis dans ma patente. Oui. Mais l'affaire, c'est que le discours à Poilievre est très économique. L'affaire, c'est qu'il y a un timing qui joue en sa faveur présentement. On a de la misère à le comprendre comme Québécois, là, mais c'est beaucoup plus difficile d'acheter une maison pour un jeune de 25 ans à Toronto, Vancouver, dans le Canada anglais. Là. Quand Pierre Poilievre parle de ces sujets-là au Canada anglais, ça pogne pour de vrai parce qu'il y a un réel problème qui est très profond. Et ça, c'est le côté émotif que je te parle. Exact. Milei, là, c'est un libertarien. Un libertarien, il est plein. Lui, il veut se clasher dans les ministères, tout ça. Avez-vous vu le taux d'inflation en Argentine? Milei propose ça avec un taux de croissance du PIB de 3 %, un taux de chômage à 4 % puis une inflation à 2 %. Personne ne l'écoute. Non. Il aura beau de sortir sa chaîne de ça. Il va faire rire de lui. La raison pourquoi Milei, ça pogne son discours présentement en Argentine, c'est Christy, ils ont de l'inflation par-dessus 100 %. Il n'y a plus rien qui marche. Le pays, économiquement, il est scrap. Fait que là, ils se disent, on va essayer quelque chose d'autre. Il y a un gars qui veut tout détruire le gouvernement en slashant des ministères au complet à chaîne de ça. Why not? De toute façon, mon argent ne vaut plus rien. Mais est-ce que OK, vas-y, Jerry. Mais justement, c'est peut-être là la chose qu'on cherche. Là. Est-ce que présentement, Éric Duhaime a du monde à dos? Est-ce que Éric Duhaime, justement, il veut faire de la politique, veut passer son message sans avoir des groupes ou du monde à dos? Dans le sens que, tu dis, moi, je veux couper là, moi, je veux couper là. Mais là, tu te mets du monde à dos quand tu dis ça. Ouais. Tandis que si tu dis, nous autres, on va être plus efficaces, mais on garde le même monde dans le ministère, mettons. Tu sais, dans le sens que, est-ce qu'il y a du monde... Je parle pas des journalistes, là. Est-ce que Éric Duhaime, présentement, a du monde à dos, dans le sens que tu dis, oh boy, OK, lui, Duhaime, là, s'il est élu, là, ça va être ça, puis ça. Là. Les syndicats, présentement, n'ont pas suffisamment peur. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, peut-être qu'on est plus proche qu'on pense de la crise qui va mettre la place à un gouvernement un jour conservateur. Oui. La crise des finances publiques qui s'en vient avec l'augmentation de la dette, les services de la dette qui va augmenter parce que les taux d'intérêt refusent de baisser pour l'instant, va faire en sorte que le gouvernement peut se pogner solide avec les syndicats. Puis là, c'est bien cute, là, cette semaine, là, il va y avoir 3 jours de grève pour les écoles, puis blablabla. Les parents, on arrange nos horaires, on deal avec. Là. Mais là, on est pour avoir 2 mois de grève dans les écoles. Ça n'arrivera pas. Là. Les profs viennent se rendre compte qu'il n'y a pas une scène dans le compte de banque. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Ils viennent de le savoir là. Ça n'arrivera pas. Là. Les autres, ils donnent 1200 par année, 1200, 1300 piastres par année aux syndicats. Ils pensaient qu'il y avait un fonds de grève. Il n'y a pas une scène dans le fonds de grève. Des crosseurs, les syndicats. Hein, c'est l'enfer. C'est des crosseurs. C'est l'enfer. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, également podcast avec Frank sur le live. As-tu du temps un peu pour 5-6 minutes sur le Prime? Ah oui. OK, parfait. Jeff Fillion. Eh ben voilà, Jerry, c'est fait pour Radio Pirate Live de ce lundi. Encore plein de choses à arriver. Gros match à soir, mon ami Jerry. Philadelphie? Philadelphie, sais-tu... Le chum à Taylor, il joue tout pour Philadelphie ou il joue pour les Rouges? Attends, voici mon point. Merci. Ce soir, victoire des Eagles et à la fin du match... Elle change de chum.
OK, Elle s'en va avec l'autre. OK, elle change de bord. Ouais, elle s'en va avec l'autre. C'est mon corps depuis le début. T'as ton corps depuis le début? Ben, je te l'ai dit, elle va partir avec son frère. J'adore Vous êtes voler ton terrible. corps. Hey, salut, on est parti. Bye. Radiopirate.com